Alors, comment nous est venue cette passion? Comment viennent les passions en général? Par les fréquentations, peut-être par le travail des autres, ou peut-être aussi l'envie de, ne possédant pas des moyens d'expression comme la peinture ou le dessin, et ayant peut-être des choses à dire, on a peut-être trouvé dans la photographie un moyen de témoigner, d'exprimer des choses, des sentiments qu'on pouvait avoir par rapport à la nature, par rapport aux gens, par rapport... Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé la photographie en premier. J'ai travaillé pour le musée de Bretagne sur des thématiques très régionales, très locales, et c'est vrai que ça m'a donné envie de continuer. Marie-Jo, après, est venue se joindre à cette passion, puisque en fait, elle le vivait avec moi. Donc, à un moment, elle s'est dit, c'est quand même dommage que moi aussi, je puisse pas témoigner. Et donc, elle est venue donc, avec moi photographier, on va dire. Donc, dans les sujets qui nous intéressent, en fait, quand tout nous intéresse, tout nous intéresse. Alors, les gens, ça, c'est sûr que la rencontre. Hein. Nous, d'abord, avant tout, on ne sommes pas des techniciens de la photographie. On a des appareils photo, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de rencontrer les gens. Et bien sûr, on a envie de faire de la photographie, mais je veux dire, on n'est pas des fans de la technique. On n'a pas de zoom, on n'a pas de flash, on n'a pas de... Voilà, nous, ce qui nous intéresse, en fait, quand on part le matin, c'est toujours une petite aventure. Bon, en plus, depuis la 104, on a un peu évolué, parce qu'on n'a pas gagné l'auto, mais on a travaillé et on a pu s'acheter un combiné Volkswagen. Voilà. Et donc, depuis, on a déjà usé 3-4 combinés Volkswagen, et donc on fait de l'itinérance. Et donc, c'est vrai que le matin, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer dans la journée. Donc, c'est toujours un peu des petits bouts d'aventure. Alors, il y a des journées où il y a des choses merveilleuses, et puis il y a des journées sans, mais c'est ça. Mais alors, tout nous intéresse, je veux dire, la ruralité, la campagne, parce que, en fait, on est dans une période là où on est en pleine mutation. Bon, alors, nous, on a vécu enfin, on a vécu le communisme, on a vécu la sortie du communisme, on a vécu la ruralité, mais on a vécu aussi, on vit maintenant la modernité. C'est-à-dire que la ruralité, la campagne qui est encore intacte dans ces pays-là, enfin qui était encore intacte parce que ça commence à se modifier, mais il y avait des paysages absolument extraordinaires qu'on ne pourra pas photographier demain, c'est fini. C'est fini. Donc ça, c'est un aspect qui nous intéressait bien, et puis les traditions, les gens, la ruralité, la modernité. Mais voilà, globalement, tout nous intéresse. Donc, on a démarré un travail. Alors, on a eu deux projets dans la vie. Il y avait la photo, et puis on a eu le projet d'aller vivre à la campagne et de rénover une maison, ce qui nous a pris beaucoup de temps pendant une période. Et on est revenu à la photographie en démarrant un travail où les copains photographes, parce qu'on est quand même dans le monde de la photographie, où les copains photographes n'allaient pas trop. On a choisi un peu la difficulté, on a choisi les pays de l'Est. Les pays de l'Est, à l'époque, c'était peu photographié parce que c'était compliqué. C'était le régime communiste. On n'y rentrait pas facilement. Il fallait des visas. On était soumis au change obligatoire. Donc, par le biais d'une association, dans un premier temps, on avait pensé aller en Roumanie, mais on nous a très vite dissuadés parce que la situation politique était très grave, enfin très, très compliquée. Et c'était dangereux d'aller dans ces pays-là, cette période-là. En fait, on a opté pour un autre jumelage qui se faisait dans la région, qui est le jumelage avec la Tchécoslovaquie, puisqu'à l'époque c'était la Tchécoslovaquie, qui est devenue maintenant la République tchèque et Slovaquie. Et donc, par ce biais, on a réussi à rencontrer le responsable culturel de l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris. Et très vite, le courant a bien passé avec cet homme. Et il nous a dit, oui, je sais ce que vous faites en Bretagne, le travail que vous menez avec le musée. Écoutez, moi je suis d'une région qui ressemble fortement à la vôtre. J'habite dans un petit village qui s'appelle Klenovets et je vous invite. Et effectivement, on a été invités. Et donc, on a pris notre petite 104 à l'époque, parce qu'on avait une toute petite voiture. Et on est parti donc en Tchécoslovaquie, dans un village qui s'appelle Klenovets. Et dans ce village, on était attendu de façon très officielle, avec un journaliste de l'Humanité qui était de passage, voilà, très officiel, et puis aussi très contrôlé, très gardé, on va dire. Et c'est comme ça qu'a démarré ce projet.
Ils ont été très embarrassés avec nous le week-end qui a suivi notre première rencontre et ils nous ont mis dans les mains d'une femme qui parlait allemand parce que Marie-Jo est née en Allemagne, à Berlin plus précisément. Et donc cette femme, parlant l'allemand, a été notre intermédiaire. Et cette femme, c'est une histoire que je ne vais pas vous raconter parce qu'elle est trop longue, mais c'est une femme dont le mari était baron, propriétaire avant le communisme de beaucoup de terres, qui n'avait pas d'enfants, et donc on est devenus ses enfants. Donc voilà, elle nous a adoptés. On était venus pour un week-end et on est venus pendant 10 ans. Quoi. Voilà. Et la rencontre avec les Tziganes s'est faite comme ça, je veux dire, on n'est pas parti là-bas pour photographier la culture rome, les Roms, on est parti pour photographier la Tchécoslovaquie, et là on était plus dans la partie Slovaquie, et bon, il s'avère que notre maman protectrice connaissait les Roms, puisqu'elle elle est obligée de travailler, elle ne pouvait plus vivre de ses biens, donc elle travaillait dans une usine à chaussures, et comme traductrice avec l'Allemagne de l'Est. Et donc, elle connaissait les Roms, et c'est comme ça qu'on a commencé ce travail. Voilà. En fait, on ne part jamais très longtemps, mais 2-3 fois dans l'année. Quand on partait, quand on avait la chance de pouvoir partir pendant les vacances, on avait les mêmes congés pendant les vacances scolaires. Donc on profitait de cette opportunité pour voyager, revenir. Alors on part pour des courts séjours parce qu'on s'aperçoit qu'au bout de quelques jours, tout se banalise. Ah oui. Et tout est normal. Je veux dire, même dans la ruralité, de voir des chevaux au quotidien, il y a un moment où vous n'avez plus envie de faire tout, vous refaire des photos, il y en a tous les jours. Voilà, vous n'avez plus cet œil neuf. Voilà. Donc partir, revenir, c'est vrai, comme dit Marie-Jo, c'est très important. Puis avoir du recul sur ces images, et dire, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Marie-Jo a toujours travaillé dans le privé, enfin elle a travaillé, pas toujours, elle a travaillé d'abord dans le privé. Et moi aussi j'ai travaillé dans le privé, j'ai un circuit vraiment atypique, mais je ne vais pas vous le raconter parce que ça serait trop long. Mais ça va de la machine à coudre à la machine à tricoter jusqu'au dépannage de blocs opératoires. Vous voyez. Donc, c'est très large. Voilà. Et puis à un moment, on a... faculté d'adaptation aussi. Ah ben voilà. Voilà, comme les Roms. Comme les Roms, c'est ça en fait. Et puis un jour, on a décidé donc de rénover. Et donc il nous fallait du temps et de la disponibilité. Moi j'étais toujours sur la route. Ouais. Et moi je suis rentré comme homme de ménage dans l'éducation nationale. Et puis j'ai fini laborantin. D'accord. Être technique dans les laboratoires. Voilà, et Marie-Jo a eu une carrière... Moi j'ai fait 1 an dans le privé. Et puis après je me suis dirigée vers la fonction publique, l'inspection académique et Rennes 2, l'université de Rennes 2. Ah bah oui, d'accord. Oui, où j'ai passé une vingtaine d'années. D'accord. Ce qui nous a permis... universitaire de Rennes. Ah, super les pufs. Les purs, pardon. Oui, de Rennes, pas de France. Ce qui nous a permis d'avoir les mêmes vacances scolaires. Ça, c'est super. Et de pouvoir s'évader en vacances scolaires. Voilà. Ça a été la clé pour pouvoir voyager. C'est un bon compromis entre le travail artistique et... Oui. D'accord. Alors, Marie-Jo, évidemment, comme on a pu le dire tout à l'heure, parle l'allemand. Oui. Mais malheureusement, moi, dans ma scolarité, je n'ai jamais approché l'anglais. Donc, je crois qu'on parle avec notre visage. Oui. Et je crois que quand on veut se faire comprendre, si on crée des liens avec les gens, on réussit. Oui. Voilà. Bon, je réponds pour moi, là. Je sais un peu, parce que dans mon travail, j'ai longtemps vécu avec un ami très proche, malheureusement qui a disparu, mais qui était malentendant. Et donc, au quotidien, on était ensemble dans notre travail, et je crois que ça contribue justement à trouver un langage universel. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être genre aussi. Les Roms, c'est un peu un nom fourre-tout, quoi, parce que, comme on a pu en parler tout à l'heure, effectivement, les Tziganes, il faut quand même savoir qu'ils sont arrivés, par exemple en Roumanie, ils sont arrivés aux alentours de l'année 1500, je crois. Ils sont arrivés comme esclaves. Hein. Il y a Vlad Dracul qui est allé en chercher 13 000, je crois. Puis il y a Stéphane, je ne sais plus comment il s'appelle, est allé en chercher encore 17 000. Enfin, ils ont été esclaves pendant près de 500 ans, quoi. Donc ce mot Tzigane, c'est un mot qu'ils n'ont plus du tout envie d'entendre, et on les comprend. Donc ils ont vécu ça, il y a eu des périodes de liberté, après ils se sont retrouvés sous la tutelle du communisme, enfin ils ont toujours été les mal-aimés, quoi. Donc les intellectuels et puis les gens, disons, un peu en fonction, les ziganologues, ont imaginé de les appeler les Roms, ce qui veut dire hommes.
Mais bon, c'est un nom un peu, voilà, un peu fourre-tout. Il y a trois catégories de Roms, parce que c'est pas du tout un groupe homogène, les Roms. Hein. Ils arrivent un petit peu partout. Hein. Ils sont passés par un peu par tous les pays. Ils sont passés par l'Égypte, ils sont passés par la Turquie, ils sont passés par l'Iran. Ils ont traversé le Bosphore. Ils sont arrivés donc au sud-est de l'Europe et ils se sont éparpillés un petit peu partout dans l'Europe. Ils ont été les premiers Européens, en fait. Hein. Bien avant l'heure. Et donc il y a 3 grands groupes. Hein. Il y a ce qu'on appelle les Calais, qui sont les gitans, hein, qu'on voit dans le sud-ouest de la France. Et puis là, vous avez ici, en France, vous avez ce qu'on appelle les Sinti et les Manouches, ou les gens du voyage. Alors vous en avez aussi en Allemagne, vous en avez en Italie. Voilà. Et puis pour tout ce qui est Europe centrale, ben, on parle des Tziganes, quoi, des Roms et Tziganes. On parle des Roms, hein, plus exactement. Disons que le terme Rom s'adapterait plus pour les Tziganes, même s'ils n'aiment pas trop le nom. Tzigane, c'est plutôt, maintenant on l'utilise plus pour une référence à la culture, mais avec le S et pas avec le Z, voilà, comme référence, quoi, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que par exemple en Roumanie, quand ils ont fait les recensements, la plus grande minorité, on peut penser que ce sont les Magyars, hein, les Hongrois, qui sont dans la partie Transylvanie. Et en fait, au moment des recensements, ben, les Roms qui parlaient le magyar se sont déclarés hongrois, les Magyars qui parlaient le roumain se sont dit roumains, parce que, alors à la fois par honte de leur nom, ou aussi quelquefois par souci d'intégration. Voilà. Ou alors il y a d'autres qui renient totalement leur identité. Hein. Les gens avec des fonctions plus élevées, souvent renient leur identité, quoi, hein. Mais c'est pas facile d'être tzigane pour certains, effectivement, dans le terme tzigane, quoi, hein. Et que par exemple dans des pays comme la Roumanie, où ils ont, enfin tous les pays d'Europe de l'Est, où vraiment ils vivent cette ségrégation, en même temps je crois que il y avait une malhonnêteté, parce que les Roumains d'aujourd'hui, beaucoup de Roumains d'aujourd'hui, apprennent maintenant qu'ils avaient été esclaves pendant 500 ans. Voilà. Ah oui. En pensant qu'ils étaient arrivés comme ça, mais non, pas du tout. Ils ont été utilisés, exploités, et ça, toutes ces descendances ne le savent pas forcément, parce que dans l'histoire du pays, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Donc il est temps quand même de rétablir la vérité, hein, sur la façon dont ils ont été exploités dans cette grande région de Valachie qui allait de la Roumanie jusqu'à la Slovaquie, quoi, hein. Si vous voulez, ce qui s'est passé sous le régime communiste, c'est qu'en 58 et je crois que c'est 58 et 62, les Roms, on leur a dit le voyage c'est fini, hein, maintenant vous êtes sédentarisés. Donc toute la descendance qu'il y a maintenant, ces gens ne connaissent, alors déjà il y a plus qu'un tiers à connaître la langue rom, mais ils ne connaissent même pas leurs origines. Ils ne savent pas s'ils sont Lovari, s'ils sont Lotari, donc ce sont des métiers, des cultures différentes. Ils ont des origines, voilà. Et ça, ils ne savent même pas s'ils sont descendants de familles de musiciens, s'ils sont descendants de familles de chaudronniers, caldéraches, s'ils sont de familles des Gabors. Ils ne savent pas, ils ne savent plus, parce qu'on leur a dit maintenant c'est fini, stop, voilà. Et donc, ils ne connaissent même plus leurs origines. Donc, il est temps aussi qu'on leur redonne une partie de leur histoire. Du jour au lendemain, il y a eu le démantèlement des blocs de l'Est. Dans la région bien à l'est de la Slovaquie, avant le démantèlement des blocs de l'Est, il y avait 60 osadas, ce sont des bidonvilles, hein. Aujourd'hui, il y en a 600. On les a déplacés, ils sont tous là. Voilà. C'est une petite Palestine de Tziganes. Voilà. Donc c'est des choses, on n'est pas forcément au courant, mais c'est une réalité. Mais à partir du moment où les photos rentrent dans des lieux d'exposition ou rentrent dans des musées, ça devient patrimoine. Bon, alors c'est vrai que nous, notre prétexte photographique, il est ethno-photographique, effectivement. Mais bon, ben nous en fait notre passion, elle va se concrétiser prochainement, au mois d'avril. En fait, il existe un seul musée Rom en Europe. Il est à Brno, la ville jumelée à Rennes. Voilà. Et ce musée Rom, en fait, existe depuis 30 ans. Et
On a la chance d'être les invités pour l'inauguration des 30 ans de ce musée, donc le 7 avril de cette année, si Madame Covid nous laisse y aller. Mais bon, si elle ne veut pas, on ira plus tard. Mais voilà, donc il y a une exposition de 2 ans qui va démarrer le 7 avril. Alors pourquoi le 7 avril? Parce que c'est la veille de la fête internationale des Roms, qui est le 8 avril. Hein, la fête. Donc ça va être un moment très fort. Et puis, bon, bah, notre rêve, c'était quand même que nos images restent, effectivement, soient patrimoine, puisqu'on en parlait. Donc, il y a de fortes chances que, n'ayant pas de descendants, que nos archives aillent au musée Rome de Brno. C'est des choses qu'on va faire après cette exposition qui est tirée, qui est prête, presque accrochée, pas tout à fait, mais presque. Voilà, donc c'est l'événement prochain. Et voilà, bon, c'est une belle satisfaction personnelle, quoi. Ça serait dommage de ne pas pouvoir garder ce travail de patrimoine, effectivement. C'est un super projet. Du coup, il y a ça rassemblera combien de photos? Alors, ils ont choisi 47 photos pour l'exposition photographique. Et 48 48. Soyons précis. Soyons précis, Marie-Jo a raison. Voilà. Et nous, on fait une projection de 50 photographies, 50 autres photographies, avec des textes, des anecdotes, ou plutôt un journal de voyage, ce qu'on a vécu chez ces gens-là. Voilà. Ouais. Parce que nous, en fait, notre pratique photographique, c'est photo prise, photo ramenée. Alors pourquoi? Pour rentrer dans l'intimité des gens et faire partie intégrante de la famille, des relations. Donc avec ces 50 photographies, on va raconter un peu les histoires qu'on a pu vivre. On a vécu des choses quand même extraordinaires. Donc c'est aussi important que l'image, et donc on va les partager aussi à travers du texte, quoi. Et là, c'est vous qui écrivez. Il n'y a pas une collaboration? Oui. Non. Ouais. Mais ça reste très, très basique, hein. C'est sans prétention, c'est ce qu'on a vécu, c'est du quotidien, c'est un journal. C'est un journal, c'est pas de la littérature. De toute façon, on n'en serait pas capable. Bon, alors déjà, nous, on est de la génération noir et blanc. Quand on a commencé la photographie, le noir et blanc primait. Donc au départ, ça pourrait être un choix, ça a été une fatalité, c'était comme ça, on faisait du noir et blanc, donc on a fait du noir et blanc. Après, la couleur est arrivée, avec ses inconvénients, parce qu'elle était loin d'être parfaite. Et après, nous, on a pensé que c'était, au niveau de l'écriture, ça nous semblait plus intéressant, parce qu'on ne fait pas... Je veux dire, il y a des gens qui font de la couleur pour la couleur. Donc nous, on n'est pas dans une démarche plasticienne, même si on aime bien jouer quelquefois avec le graphisme, mais on n'est pas dans une photographie plasticienne, on est on raconte des choses. Donc le fait d'homogénéiser l'ensemble, ça implique peut-être à celui qui regarde de s'impliquer un peu plus dans l'image et de se dire qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre les photographes, et peut-être de chercher les clés de l'image, quoi. Donc voilà, une écriture tout ramener à des valeurs de blanc, de noir, de gris, mais par contre miser sur le contenu de l'image. Je pense que c'est ça le choix, quoi. La couleur, c'est autre chose. On n'a rien contre la couleur, mais voilà, comme on en parlait tout à l'heure, maintenant aujourd'hui avec le numérique, puisqu'on a abandonné l'argentique, on travaille en numérique, on travaille donc en couleur, mais on repasse la photo en noir et blanc. On voit les choses en noir et blanc. Après, c'est vrai que la couleur, il y a une sorte de séduction immédiate, et quand vous parliez de plus aller vers le fond que sur la forme, le noir et blanc, il oblige à ça, en fait. Il y a quelque chose de plus introspectif, je sais pas, on rentre dedans. Je crois que la couleur, elle donne tout de suite. Oui, c'est ça, il y a de la séduction. Je pense que notre regard est un petit peu formaté aussi. Enfin moi, tout au moins, je parle pour moi, mais quand je photographie en noir et blanc, même avec un appareil numérique couleur. Oui, donc vous pensez plus en cadrage, en contraste, et vraiment l'essentiel. Et la composition. Cette photo-là, par exemple, elle est quand même assez étonnante, quoi. Mona Lisa, là. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment, on se dit, mais c'est incroyable de trouver dans un bidonville une photo de Mona Lisa. Complètement. Nous, on n'a pas l'explication, mais enfin, on pense avoir l'explication. Mais c'est quand même, c'est fou, quoi. Ça se fait très facilement. Mais déjà, notre façon de travailler, c'est qu'on
on s'arrête pas dans un village pour faire de la photo. Donc on se promène, on vagabonde et donc on cherche, il y a des rencontres qui se font comme ça et ça peut se faire très rapidement. Je pense par exemple à un mariage qu'on a vécu à côté de Sibiu, qui est la ville jumelle Rennes aussi. Voilà. Eh bien, en fait, c'est le son de la musique qui nous a attirés. Et on joue toujours les curieux et puis les naïfs. Hein. Alors, comme on vous a dit, on n'a pas de gros matériel, donc c'est des appareils photo qui sont dans les poches. Donc on passe les portes, ou on la passe ou on la passe pas, mais on la passe toujours en général. Et voilà comment les choses se font, quoi. Hein. Mais alors après, on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on ramène des photos, et là on crée du lien. Ce qui fait qu'après, quand on revient le séjour d'après, on a des circuits, on va chez toutes ces familles, mais on cherche toujours à élargir, évidemment, pour ne pas tomber dans la routine, mais c'est notre façon de procéder. Mais on pose la voiture et on s'en va dans les villages. C'est pas toujours évident dans les ossadas. Quelquefois, on a eu recours à des musiciens. Par exemple, Éric Marchand, qui est un musicien connu en Bretagne, Éric Marchand nous a permis, par exemple, d'aller dans le 40-Sébèche, une région de musiciens. Une région d'ailleurs, c'est assez étonnant, tous les jeudis vous avez le marché des musiciens. Les gens viennent, en fonction de l'argent qu'ils possèdent, ils peuvent s'offrir tel groupe ou tel groupe de musiciens. Voilà. Alors quelquefois on a eu recours à des musiciens pour rentrer dans des lieux qui étaient un peu fermés, un peu, pas dangereux, mais où on peut appréhender. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas comme ça. Quoi. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on arrive en couple. Ça, c'est quelque chose... Alors déjà, on n'arrive pas avec des téléobjectifs autour du cou. On y arrive, comme Monsieur Tout-le-Monde, avec un kawaii, une tenue très ordinaire, pas habillé en chasseur de cerf. On y va, voilà, modestement, et puis on voit. Et en général, c'est pas très long. Il y a tout de suite des gens qui arrivent, et ça va très vite, et on rentre en communication avec les gens. Et puis, ça se fait ou ça se fait pas. Il y a la curiosité aussi de leur côté, quoi. Ouais. Hein, et pourquoi nous, on s'intéresse à eux alors que, alors que les gens du pays ne s'intéressent pas à eux, quoi. Ouais. C'est ça. Quoi. Donc, il y a un regard, tout d'un coup, sur leur communauté. Quoi. Mais c'est vrai qu'on est arrivé comme avec... on est arrivé dans des milieux très, très fermés, quand même. Mais, voilà. On n'a jamais vécu de problème. On n'a jamais eu de problème. Voilà. Ça fait presque 40 ans qu'on n'a jamais eu un truc anecdotique à Bucarest, mais jamais rien, mais dans une grande ville, dans une capitale. Mais jamais rien, on n'a jamais eu de problème. Jamais. Ça ne nous pose pas de problème, mais c'est vrai que quelquefois, le premier pas, il a été fait quelquefois avec avec un musicien. Après, on se débrouille. Voilà. Il faut venir une fois. Voilà. Parce qu'il y a une méfiance réciproque. Voilà. Mais... bon, si on peut rentrer, on peut avoir un point de repère, une famille, voilà. Vous allez où? Là, bon, ça y est, bon, venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi. Ah non, venez photographier mes enfants. Alors, inutile de vous dire qu'on fait des photographies d'enfants et de bébés, des quantités. Mais c'est la règle du jeu. Donc on s'engage à ramener des photos, on ne ramène pas tout, hein, on essaie mais on en ramène, mais voilà. Il y a des belles histoires, hein, comme la famille qui t'a confié la photo de... Ah oui, oui. La photo de la grand-mère. Il y a des gens qui vous confient des photos, la pièce unique, qui vous disent, vous me ramenez ma grand-mère. Non, et en général, ils demandent comme ça. Hein. On lui dit, non, on va vous la ramener comme ça. Quoi. Voilà. Donc... en sachant que c'est peut-être dans 6 mois. Mais voilà, il y a 6 mois, 1 an, des relations de confiance, et on revient avec... Et là, mais ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté qu'on allait la ramener. C'est vrai, il se passe des choses. Et la deuxième partie, qui s'est faite après 84, donc tous les autres pays de l'Est, donc là c'était en itinérant, vraiment en itinérant. Quoi. Voilà. Alors que Clénovette, c'était toujours le même village pendant 10 ans, et après on a fait de l'itinérant. Voilà. Après on avait des bases un peu partout, alors que Clénovette c'était toujours la même base. Quoi. Voilà. Oui, et ces bases-là, vous y reveniez de temps en temps, vous aviez comme ça des points d'accroche et vous pouviez revenir pour avoir un suivi en fait photos, sur les années, vous ramenez les photos. Bon, on s'est fait des amis aussi, on s'est fait des amis gadgets, on a beaucoup d'amis là-bas, donc de temps en temps on était content d'aller les voir et puis de prendre une bonne douche. Hein. Et du coup, plutôt des amis gadgets et des amis aussi de Zigan, du coup, les liens sont... Oui. Sont... Mais pas pareil, parce qu'on n'arrive pas à échanger de la même façon. Oui, bah bien sûr, il n'y a pas déjà de langue. Bon,
par exemple, on parlait d'Éric Marchand, là, quand on est allé chez ces musiciens, on a dormi chez eux, voilà. Mais en général, voilà, on va chez nos amis gadgets quand même, parce que c'est quand même un peu oppressant, hein. C'est pas toujours dans la douceur, hein, dans les OSADA, hein. Quelquefois il y a le GIGN, hein, des gens qui sont au chômage, qui sont dans l'alcoolisme, des fois il se passe des choses quand même un peu dures, quoi. Mais, on dort dans la voiture, mais pas dans l'OSADA. Voilà. En général, on dort dans le village, quoi. On dort dans le village au centre du bourg, en général, quoi. Voilà. C'est pas dénoncer, c'est militer. Militer. Pour la reconnaissance des Roms, pour essayer de les connaître et de connaître leur histoire, parce que peu de gens connaissent l'histoire des Roms, quoi. Donc c'est surtout ça, il y a une démarche militante, oui. Oui, militante. Plus que politique. Mais bon, quand on est militant, c'est peut-être un peu politique. Enfin, je ne sais pas où est la passerelle, mais voilà. Ouais. Quelque part, ça se rejoint. Quelque part, vous prenez position. Voilà. Mais c'est surtout pour une reconnaissance de la culture rome et dire, voilà, c'est des gens formidables. Ne lisez pas que les rubriques négatives dans la presse. Il y a plein de gens bien, plein. On va finir sur une note d'espoir. Est-ce qu'il y a des avancées justement de ce côté-là depuis les années où vous les photographiez, vous êtes témoin aussi? Oui, la jeunesse, la jeunesse, la modernité, hein, l'informatique, le net, oui. La jeunesse, je pense que cette génération-là, parce que malheureusement l'autre génération, elle est sacrifiée. Parce que ceux qui ont connu le travail obligatoire, qui se sont retrouvés, parce que après le démantèlement des blocs de l'Est, qui a fait les frais du chômage? Les Roms. Ils se sont tous retrouvés au chômage, un peu comme les Indiens, voilà, ils se sont retrouvés dans les bidonvilles, et là ils n'ont plus le courage de relever la tête, quoi. Voilà, ils sont trop âgés, ils ont sombré dans l'alcoolisme, voilà, ils sont assistés, bon, mais la jeunesse, moi la génération d'après, d'ailleurs, on en connaît. On en connaît maintenant. Et puis des étudiants, hein, maintenant il y a des gens qui font des études brillantes. Nous, l'expérience qu'on vous a racontée tout à l'heure en aparté, donc il y a quand même eu pas mal de bacheliers, ils s'en sortent tous. Donc tous un travail. Voilà. Et tous ont fait le choix de rester sédentaires ou certains... Tous ça, ils sont sédentaires. Hein. Il n'y a plus qu'en Roumanie où on peut trouver encore des nomades. Hein. Mais en Tchéquie et en Slovaquie, il n'y a plus de nomades. Ça n'existe plus hein, depuis 1958. Hein. Voilà. Donc ils ont été parqués dans les bidonvilles, sauf les musiciens, parce qu'on parlait des musiciens tout à l'heure. Les musiciens avaient un statut privilégié parce qu'ils accompagnaient les groupes folkloriques. Donc, comme on sait que ce sont de très grands musiciens, donc ils avaient le privilège en général d'avoir des logements dans le centre-ville, à proximité de la salle de la culture, pour pouvoir travailler avec les groupes folkloriques. Et puis c'est des gens qui ont voyagé, le voyage fait qu'on évolue, donc c'est pour ça que tous ces Roms, enfin tous ces jeunes qui peuvent voyager à travers la musique, c'est vrai que c'est des jeunes différents, qui vont s'en sortir forcément. On n'écoute pas beaucoup de musique, mais on est fou de musique zigane, et puis ça entraîne tellement de choses, la musique, chez eux, il y a des crises, c'est du délire, quoi, je veux dire. Les gens s'expriment tellement à travers la musique. Non, on n'est pas spécialiste de la musique, mais on aime beaucoup et la musique de l'Est aussi, on aime beaucoup la musique de l'Est, qui est une musique différente, pas loin, très proche de la musique classique, hein, la musique de l'Est. Mais on aime beaucoup. Mais la musique, ça nous inspire beaucoup, parce que les gens sont très expressifs. Et pour un photographe, photographier des gens qui expriment, c'est quand même l'idéal, quoi. Donc, on a vu des choses extraordinaires hein, dans des moments de musique. Et puis les gens se rassemblent pour la même passion, pour exprimer des choses. Donc, il y en a plein les visages, plein les yeux. Et pour un photographe, c'est que du bonheur. Et c'est vrai que quand on arrive dans les OSADA, on entend toujours la musique. Il y a toujours Toujours. C'est pas que pour des événements particuliers, ça fait partie de la vie. La radio à fond. La radio à fond, oui. Voilà, nous on a assisté à des mariages en Slovaquie, la voiture était à côté de la maison, on n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils étaient déjà installés dans la voiture et les haut-parleurs étaient à fond, quoi. Voilà, les portières étaient grandes ouvertes, c'est ça. Bon, mais voilà, ça s'est passé sans problème, sans difficulté. Ce qui primait, c'était la musique. Voilà, et tout le monde a dansé, et c'était quelque chose de fou, quoi.
Non, c'est leur essence, hein, la musique, le chant. De toute façon, chez les Roms, le mot lire et écrire, c'est surtout ce qui existe surtout, c'est chanter et compter. Hein, c'est pas lire et écrire. Il y a une tradition orale très importante. Absolument. Hein. Absolument. Ouais. On suit un groupe depuis longtemps qui s'appelle les Kesaj Čave, hein, qui est donc basé en Slovaquie. Ça s'appelle donc les Kesaj. Et les Kesaj Čave, ici, ont beaucoup tourné en Bretagne et ils sont passés à l'Olympia. C'est-à-dire que notre ami et sa femme les ont sortis des bidonvilles pour les faire chanter à l'Olympia avec les Ogres de Barbach. Voilà. Donc imaginez pour des enfants des bidonvilles. Hein. Ah oui, ils sont très... Voilà. C'est quelque chose de fou. Donc nous, on les suit beaucoup, on va les voir régulièrement. Bon, à un moment, on vous a dit tout à l'heure en aparté qu'ils avaient fait une tentative de lycée pendant quelques années. Donc, tous les ans, on allait faire la photo des classes. Nous, on s'engageait à faire la photo des classes. On a été faire la photo des bacheliers. Voilà, on s'engageait à faire... Voilà, oui, on a une relation très forte avec ces enfants et ces amis qui s'investissent à fond pour que ces enfants voyagent et aillent partout. Voilà. Opa!